Tu n'es qu'un parasite. Ils m'ont chassé de la maison sans savoir qu'elle m'appartenait déjà depuis 5 ans. 72 heures plus tard, quand j'ai coupé l'électricité à distance, ils ont réalisé qui était le vrai maître. Dégage. Tu n'es qu'un parasite. Les mots ont claqué dans l'air glacé du vestibule, tranchant comme des lames de rasoir, résonnant contre les murs de pierre froide de cette maison que je connaissais par cœur. Ma mère, Odile, se tenait au pied de l'escalier, le visage déformé par une rage si pure, si viscérale, qu'elle en paraissait presque étrangère. Ses narines frémissaient, ses lèvres étaient retroussées sur des dents jaunies, et son index, orné d'une bague en faux rubis que j'avais payée, pointait vers la porte en chêne massif comme une sentence de mort. Derrière elle, mon père, Maurice, évitait soigneusement mon regard. Il fixait ses pantoufles en feutre, s'intéressant soudainement aux motifs du tapis persan usé, comme si les secrets de l'univers y étaient inscrits. Il ne bougeait pas. Il ne disait rien. Son silence était une validation, une lâcheté confortable qu'il portait comme une seconde peau depuis des décennies. Et puis, il y avait Estelle. Ma sœur cadette. L'enfant doré. Elle était adossée au cadre de la porte du salon, les bras croisés, un sourire en coin étirant ses lèvres glossées. Ce n'était pas un sourire de joie, non, c'était quelque chose de bien plus sombre, un triomphe cruel, la satisfaction sadique de voir l'ennemi enfin abattu. Il venait de me mettre à la porte. À 34 ans. Ils m'ont dit qu'ils détestaient tout chez moi. Que ma présence était une tache indélébile sur leur bonheur, un nuage noir permanent au-dessus de leur existence parfaite. Que je ne contribuais à rien, que je ne servais à rien, que j'étais un poids mort qu'ils traînaient depuis trop longtemps. J'ai attrapé la poignée de ma valise. Le cuir froid a mordu ma paume. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas versé une seule larme, même si ma gorge brûlait comme si j'avais avalé du verre pilé. Au lieu de la dévastation, j'ai senti une étrange chaleur monter dans ma poitrine, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années, le soulagement. Un soulagement glacé, chirurgical. Ils voulaient que je parte ? Très bien. J'allais partir. Mais dans leur arrogance aveugle, dans leur certitude absolue de détenir le pouvoir, ils avaient oublié un détail. Un détail minuscule, invisible à l'œil nu, mais titanesque aux yeux de la loi française. En franchissant le seuil, j'ai tapoté instinctivement le côté de mon sac à main en cuir noir. À l'intérieur, bien calé entre mon portefeuille et mon étui à lunettes, il y avait un dossier rouge cartonné. Et dans ce dossier, il n'y avait pas de lettre d'excuse ou de supplique. Il y avait l'acte notarié original, tamponné, signé et scellé. L'acte de propriété de cette maison. Ils ne m'ont pas seulement chassé de chez eux. Ils m'ont chassé de chez moi. Ils pensaient se débarrasser d'un fantôme encombrant, mais ils ignoraient que le fantôme tenait les clés du château. Et si je devais disparaître, comme ils l'exigeaient avec tant de véhémence, alors j'allais emporter avec moi la lumière, la chaleur, et le toit sous lequel ils dormaient. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute méthodique et impitoyable de ma propre famille, j'ai une question pour vous, oui, vous qui m'écoutez. Je suis curieuse de savoir jusqu'où ma voix porte aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo ? Et quelle heure est-il chez vous ? J'aime imaginer que nous sommes connectés à travers le monde, unis par cette soif de justice. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. Tout a commencé, comme la plupart des tragédies familiales, autour d'une table à manger, dans une atmosphère si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. C'était un dimanche soir typique de novembre à Lyon. Dehors, une pluie battante, froide et incessante, frappait les carreaux, transformant le jardin en une aquarelle grise et triste. Le vent sifflait dans les volets mal graissés, un bruit lancinant qui ajoutait à la morosité ambiante. À l'intérieur, l'odeur riche et crémeuse de la blanquette de veau que j'avais passé 4 heures à mijoter embaumait la cuisine, mais elle ne suffisait pas à réchauffer l'air glacial qui régnait entre nous. J'avais 34 ans, je m'appelais Morgane, et aux yeux de ma famille, je n'étais personne. Une ombre servile. Une commodité. Le veau est encore trop dur, marmonna mon père, Maurice, en piquant un morceau de viande avec la pointe de son couteau, l'air méfiant, comme s'il suspectait un poison. Il ne me regarda pas. Il ne me regardait jamais quand il me critiquait. Il parlait à son assiette. Tu l'as fait cuire combien de temps ? 2 minutes ?
On dirait de la semelle. Je serrai ma fourchette un peu plus fort, mes articulations blanchissant sous la pression. 4 heures, papa. À feu doux. Comme tu l'aimes. J'ai surveillé la cuisson toute l'après-midi. Mouais, fit-il, dubitatif, avant d'engloutir le morceau d'une seule bouchée goulue. Il ne dit pas merci. Il ne disait jamais merci. Pour lui, mon travail était un dû, une fonction naturelle de mon existence, comme le soleil qui se lève ou la pluie qui tombe. En face de moi, ma mère, Odile, lâcha un soupir sonore. C'était un soupir théâtral, travaillé, le genre qu'elle réservait pour les grandes occasions ou quand elle voulait signaler au monde entier que son existence était un fardeau insupportable. Elle ajusta son faux collier de perles, une imitation bon marché qu'elle prétendait être un héritage familial devant ses amis, et lança un regard critique, presque chirurgical, vers ma tenue. Ses yeux balayèrent mon pull gris en laine, s'arrêtant sur chaque bouloche, chaque imperfection. « Tu portes encore ce vieux chiffon, Morgane ?» demanda-t-elle avec un dédain non dissimulé. On dirait une bibliothécaire dépressive qui a renoncé à la vie. « Tu ne pourrais pas faire un effort, juste une fois ? Pour nous faire honneur ? Regarde ta sœur. » Ah, Estelle. La lumière. L'enfant prodige. L'élu. Estelle était assise à ma gauche, le nez plongé dans son smartphone, ses pouces volant sur l'écran à une vitesse vertigineuse. À 28 ans, elle se définissait pompeusement comme « créatrice de contenu lifestyle », influenceuse beauté, ce qui signifiait concrètement qu'elle passait ses journées à se prendre en photo dans les cafés du Vieux-Lyon, à retoucher son visage sur des applications et à acheter des vêtements de marque qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. Ce soir-là, elle portait un chemisier en soie crème, délicat et coûteux. Je le reconnus immédiatement. C'était le mien. Celui que j'avais cherché partout la semaine dernière pour une visioconférence importante. Il y avait une petite tache de sauce tomate fraîche près du col. Mon estomac se serra, mais je ne dis rien. « Laisse-la, maman » ricana Estelle sans lever les yeux de son écran, sa voix traînante et mielleuse. Morgane aime être invisible. C'est sa marque de fabrique. Ça lui permet d'économiser de l'argent sur le maquillage et les coiffeurs. Elle thésaurise comme un petit écureuil. Elle éclata de rire, un son aigu, artificiel, qui me rappelait le bruit d'une craie crissant sur un tableau noir. Ma mère sourit immédiatement, un sourire tendre, complice, rayonnant d'une affection qu'elle ne m'avait jamais, au grand jamais, adressée. Au moins, Estelle a le sens du style, elle renchérit Odile en tendant la main pour caresser le bras de sa cadette. Ce sac est magnifique, ma chérie. C'est du vrai cuir ? Il a l'air d'avoir coûté une fortune. Elle désigna un sac à main posé négligemment sur la table, là où la corbeille de pain aurait dû être. Un sac de marque, flambant neuf, avec le logo doré brillant sous le lustre. Évidemment, c'est du vrai, mentit Estelle avec un aplomb déconcertant. C'est un investissement pour mon image de marque. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, maman. Je savais que c'était un mensonge. Je savais aussi, avec une certitude absolue, comment elle l'avait payé. 2 jours plus tôt, j'avais reçu une notification bancaire sur mon téléphone, un débit de 450 € dans une maroquinerie de luxe. J'avais cru à une erreur ou une fraude, jusqu'à ce que je voie ce sac. Elle avait volé ma carte de crédit de secours dans mon portefeuille laissé dans l'entrée. J'avais vu la transaction, mais je n'avais rien dit. Pas encore. Je voulais éviter une scène. Quelle ironie tragique. J'ai passé ma vie entière à éviter les scènes, à marcher sur des œufs, à devenir aussi petite, silencieuse et transparente que possible pour ne pas déranger ces gens. J'ai avalé des couleuvres, j'ai ravalé ma fierté, j'ai étouffé mes cris. Et pourtant, c'est précisément ce silence, cette capacité à observer sans être vu, qui allait devenir mon arme la plus fatale. En parlant d'argent, intervint mon père, la bouche pleine de pain, postillonnant quelques miettes sur la nappe. La chaudière fait encore ce bruit bizarre. Un claquement métallique. C'est insupportable quand j'essaie de regarder le match. Morgane, tu as appelé le technicien comme je te l'avais demandé ? Je posai mes couverts lentement. Le métal cliqueta doucement contre la porcelaine, seul bruit dans la pièce pendant une seconde. Oui, papa. Il vient mardi matin.
Le devis est de 400 € pour changer la pompe. 400 €, s'étrangla ma mère, portant une main à sa poitrine comme si elle venait de recevoir une balle. C'est du vol qualifié. Ces artisans sont des escrocs. Et je suppose que tu vas nous demander de payer? Tu sais très bien que ta sœur a besoin d'aide pour lancer sa carrière et que nous sommes un peu justes ce mois-ci. Le silence tomba sur la table. Lourd. Épais. Visqueux. Je vais le régler, dis-je doucement, ma voix sans émotion. Comme d'habitude. Encore heureux, marmonna Estelle, en prenant une gorgée de vin Montvin, une bouteille de Bordeaux que j'avais achetée pour une occasion spéciale qui n'était jamais venue. Puisque tu vis ici gratuitement, nourri et logé, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour participer. Gratuitement. Le mot résonna dans ma tête comme une cloche fêlée, vibrant douloureusement contre mes tempes. Il pensait vraiment que je vivais ici gratuitement. Il pensait que l'électricité qui éclairait le lustre, l'eau chaude dans laquelle Estelle prenait des bains de 2 heures, l'Internet au débit qu'elle utilisait pour ses streamings, la taxe foncière, les courses qui remplissaient le frigo, tout cela se payait par magie. Ou peut-être pensait-il que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. La vérité était bien plus sombre, bien plus complexe, et bien plus coûteuse. Je montai dans ma chambre peu après le dessert, une tarte aux pommes industrielle qu'Estelle avait achetée mais que j'avais dû servir et débarrasser. Ma chambre n'était pas vraiment une chambre au sens noble du terme. C'était l'ancien grenier, une pièce mansardée sous les toits, étouffante en été comme un four et glaciale en hiver comme un congélateur. L'isolation était inexistante. Estelle occupait la chambre principale au premier étage, celle avec le grand balcon donnant sur le jardin et la salle de bain attenante avec baignoire d'angle. Moi, l'aîné, j'avais droit à la poussière, aux araignées et aux poutres basses qui menaçaient de m'assommer chaque matin si je me levais trop vite. Je m'assis sur mon lit étroit, le matelas grinçant sous mon poids. J'écoutais les éclats de rire qui montaient du salon. Ils regardaient la télévision ensemble. Une famille unie, heureuse, complice. Sans moi. Toujours sans moi. Mon regard se posa sur le petit bureau dans le coin, encombré de pièces d'horlogerie minuscules, de loupes et de tournevis de précision. C'était mon refuge, ma passion secrète, mon sanctuaire. Réparer des montres anciennes. J'aimais l'idée de prendre quelque chose de brisé, de figé dans le temps, abandonné, et de lui redonner vie avec patience, précision et silence. C'était une métaphore de ma propre vie, je supposais. Sauf que ma famille était une horloge que je n'arrivais pas à réparer, peu importe combien d'efforts j'y mettais. Les rouages étaient trop grippés par la haine et l'égoïsme. J'ouvris le tiroir du bas de ma commode et sortis une petite boîte en métal rouillé, cachée sous une pile de vieux pulls. Mon musée de la douleur. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux précieux, mais des souvenirs tranchants que je gardais comme des preuves. Des preuves tangibles que je n'étais pas folle. Des preuves que leur cruauté n'était pas un accident sporadique, mais une habitude systémique. Je sortis une photo Polaroid jaunie. J'avais 12 ans. Sur la photo, j'étais trempée jusqu'aux os, mes cheveux collés à mon visage, debout devant la grille fermée du collège, seule sous une pluie battante. J'avais attendu 3 heures sous l'orage ce jour-là. Maman avait oublié de venir me chercher parce qu'elle emmenait Estelle à un casting pour une publicité de jambon casting qu'elle n'avait même pas réussi. Quand elle était enfin arrivée avec sa voiture, elle ne s'était pas excusée. Elle m'avait engueulée. Elle m'avait hurlé dessus parce que j'avais mouillé les sièges en tissu beige de sa précieuse voiture. « Tu es égoïste, Morgane. Tu salis tout », m'avait-elle crié. Je passai mon doigt sur l'image. Je pouvais encore sentir le froid de ce jour-là. Ensuite, il y avait le programme de ma cérémonie de remise de diplôme de master en finance. J'avais fini major de ma promotion. Une fierté immense. J'avais réservé 4 sièges au premier rang, les meilleurs, espérant voir leur visage s'illuminer de fierté. Ils sont restés vides. Vides comme mon cœur ce jour-là. Le matin même, Estelle s'était cassé un ongle, littéralement un ongle, rien de plus, et avait fait une crise d'hystérie si violente que mes parents avaient décidé de rester à la maison pour la consoler, disant que c'était une urgence émotionnelle. Je suis montée sur l'estrade seule, j'ai pris mon diplôme seule sous les applaudissements d'étrangers, et je suis rentrée en bus, seule, mon diplôme roulé dans mon sac. Et enfin, tout au fond de la boîte,
il y avait ce relevé bancaire datant d'il y a 5 ans. Le jour où tout a basculé. Je fermai les yeux, et la scène me revint avec une clarté terrifiante. 5 ans plus tôt, mes parents avaient fait faillite. Totalement. Maurice, dans sa quête éternelle d'argent facile sans effort, avait investi toutes leurs économies, et même hypothéqué la maison, dans une arnaque pyramidale que lui avait conseillé un ami de bistrot louche. Tout s'était effondré en une nuit. La banque avait saisi la maison. L'huissier était venu coller les affiches « à vendre », saisie immobilière, sur le portail en fer forgé. La honte absolue pour ma mère. J'étais déjà consultante financière à l'époque, travaillant à distance pour des firmes internationales à Londres et New York, gagnant très bien ma vie dans le plus grand secret. Je ne leur avais jamais dit combien je gagnais. Pour eux, j'étais juste la fille qui tape sur un ordinateur toute la journée et qui bricole sur Internet. Ils pensaient que je gagnais le SMIC, tout au plus. Je ne pouvais pas les laisser à la rue. C'étaient mes parents, après tout. La culpabilité, cette vieille amie toxique, m'avait prise à la gorge. J'avais appelé ma tante Jocelyne, la sœur de mon père, la brebis galeuse de la famille, la seule personne qui avait une colonne vertébrale et un cœur. Jocelyne était une ancienne avocate d'affaires, redoutable, cynique, fumant comme un pompier et détestant l'hypocrisie de son frère. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Morgane ?» m'avait-elle demandé au téléphone ce soir-là, sa voix grave rendue rauque par le tabac. « Tu vas nourrir des requins. Ils ne te remercieront jamais. Ils te mangeront la main jusqu'au coude. » Je sais, tata. Mais je ne peux pas les voir SDF. Je ne peux pas faire levier à ta société écran. Qu'ils ne sachent jamais que c'est moi. Et c'est ce que nous avons fait. La société immobilière, Phoenix Gestion, dirigée par Jocelyne, avait racheté la dette et la maison in extremis, 1 heure avant la vente aux enchères. Officiellement, mes parents étaient devenus locataires à titre gracieux, sous réserve de bon entretien et de paiement des charges courantes, qu'ils ne payaient jamais. Officieusement, j'étais l'actionnaire unique de Phoenix Gestion. J'étais la propriétaire. Je payais tout. Absolument tout. Les impôts, les assurances, les grosses réparations. Ils croyaient qu'ils avaient réussi à négocier un accord miracle avec la banque grâce au charisme légendaire de papa. Ils croyaient que Dieu les avait sauvés parce qu'ils étaient des bonnes personnes. Ils ne savaient pas que leur Dieu vivait dans le grenier poussiéreux, portait un vieux pull gris bouloché et mangeait leur reste. Je rangeais la boîte. Pourquoi étais-je resté? Pourquoi subir leurs insultes quotidiennes alors que j'aurais pu les mettre dehors d'un claquement de doigts depuis 5 ans? Peut-être parce qu'au fond, j'étais toujours cet enfant de 12 ans sous la pluie, espérant encore bêtement qu'en les sauvant, en étant utile, en étant indispensable, ils finiraient par m'aimer. Peut-être que je pensais que si je payais assez, si je cuisinais assez, si je disparaissais assez, un jour, maman me regarderait comme elle regardait Estelle. Quelle stupidité! L'amour ne s'achète pas. Mais la tranquillité, elle, a un prix. Et j'allais bientôt découvrir que le prix à payer pour ma liberté était la destruction totale de mes illusions. Je descendis au sous-sol pour vérifier cette fameuse chaudière avant d'aller dormir. L'air y était rassis, sentant la moisissure et le passé. La vieille machine ronronnait péniblement, comme un animal mourant. J'ai posé la main sur le métal froid. « Tiens bon, murmurai-je. Encore un peu. » C'était ironique. Je parlais à la chaudière, mais je me parlais à moi-même. Je ne savais pas encore que le lendemain matin, la chaudière allait exploser. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Et que l'onde de choc allait pulvériser cette famille pour toujours. Le lendemain matin, l'ambiance dans la cuisine était électrique, chargée d'une tension statique qui faisait dresser les poils sur mes bras. Je le sentis dès que je posai le pied sur le carrelage froid de l'entrée. Il n'y avait pas l'odeur habituelle du café. Juste un silence de mort. Odile était debout près de l'évier, les bras croisés si fort sur sa poitrine qu'elle semblait vouloir se briser les côtes. Elle tenait une lettre froissée à la main. Maurice était assis à sa place habituelle, le visage rouge cramoisi, fixant la table avec une intensité effrayante. Estelle, pour une fois levée avant midi, était assise en face de lui, rongeant un ongle avec nervosité, ses yeux fuyants. « Assieds-toi, ordonna ma mère. » Sa voix était basse, vibrante, dangereuse. Je m'assis,
le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose? Elle jeta la lettre devant moi avec un geste violent. Le papier glissa sur la toile cirée et vint buter contre ma tasse vide. C'était une mise en demeure d'une société de crédit à la consommation. Le papier était rouge, agressif. Une dette de 5 000 € pour des achats de luxe, maroquinerie et voyages, impayés depuis 3 mois, avec menace de saisie sur salaire. Explique-toi, siffla-t-elle. Je lus le document rapidement. Mes yeux s'écarquillèrent. Le nom en haut de la page était sans équivoque, Madame Estelle Dubois. Je relevai la tête, confuse, cherchant à comprendre la logique. C'est au nom d'Estelle. C'est son crédit. Pourquoi tu me demandes à moi de m'expliquer? Ne te fous pas de ma gueule, hurla soudain Maurice, en frappant du poing sur la table, faisant sauter les tasses. Ta sœur nous a tout dit. Tu as utilisé son identité pour ouvrir ce crédit. Parce que tu es jalouse de sa vie, jalouse de son succès. Tu as profité qu'elle laisse ses papiers traîner pour l'endetter. Je regardais Estelle, stupéfaite. Elle avait les yeux humides, la lèvre inférieure tremblante. Une performance digne d'un Oscar. Elle me jeta un regard rapide, plein de malice, avant de se tourner vers maman. Je suis désolée, Morgane, pleurnicha-t-elle avec une voix de petite fille effrayée. Je ne voulais pas le dire aux parents, mais les huissiers m'ont appelé. Je ne pouvais plus le cacher. Pourquoi tu as fait ça? Je restais bouche bée. L'audace. Le culot monumental. Elle avait contracté ce crédit pour financer ses vacances à Ibiza et ses sacs à main, et maintenant qu'elle était coincée, elle m'utilisait comme bouc émissaire. C'est faux, dis-je calmement, bien que mes mains tremblent sous la table. Je luttais pour garder ma voix stable. Je n'ai jamais fait ça. Je gagne ma vie. Estelle a acheté ce sac hier, et Dieu sait quoi d'autre. C'est sa dette. C'est sa signature. Menteuse. Ma mère s'avança, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur rance de son café et de sa haine. Estelle est une influenceuse, elle gagne des produits, elle ne s'endette pas. Toi, par contre. Tu es sournoise. Tu nous juges. Tu nous regardes de haut avec tes petits airs de sainte nitouche. Tu as toujours été jalouse d'elle, depuis le berceau. Maman, réfléchis, tentai-je, la voix brisée par l'injustice. Je paie les courses. Je paie les réparations. Je n'ai pas besoin de faire un crédit à la consommation de 5 000 €. Regarde les dates. Parce que tu es vicieuse, cracha-t-elle, des postillons atterrissant sur ma joue. Tu veux nous détruire. Tu veux salir ta sœur parce que tu sais que tu ne seras jamais elle. Tu n'es qu'un parasite, Morgane. Un parasite jaloux, laid et aigri. Les mots me transpercèrent plus violemment qu'un couteau physique. Parasite. Après tout ce que j'avais fait. Après les nuits blanches à travailler pour payer leur toit, leurs dettes, leur confort. Après avoir sacrifié ma vie sociale, mon argent, mon estime de soi pour qu'il ne manque de rien. Je veux que tu rembourses cette dette, déclara mon père, implacable. Maintenant. Tu vas vider ton compte s'il le faut. Tu vas réparer ce que tu as fait à ta sœur. Je regardais ces 3 personnes. Ma famille. Mon sang. Je vis la peur dans les yeux d'Estelle, peur d'être découverte, mais surtout, je vis la haine pure, non filtrée, dans les yeux de mes parents. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient un coupable qui ne soit pas leur précieuse Estelle. Ils avaient choisi leur camp depuis longtemps. Ils choisiraient toujours le mensonge d'Estelle plutôt que ma vérité, même si la vérité dansait nue devant eux sous un néon clignotant. Quelque chose se brisa en moi à cet instant précis. Ce n'était pas mon cœur. C'était la chaîne. Cette lourde chaîne rouillée qui me retenait à eux par le devoir et la culpabilité. Le dernier maillon de l'obligation filiale venait de sauter avec un bruit sec dans ma tête. Je me levai lentement. Mes jambes étaient solides. Non, dis-je. Le mot tomba comme une pierre lourde dans une mare calme. Pardon? Ma mère cligna des yeux, stupéfaite, comme si la table venait de parler. Non. Je ne payerai pas. Ce n'est pas ma dette. Je ne donnerai pas un centime pour les mensonges d'Estelle.
Odile devint pourpre, une veine palpitant dangereusement sur son front. Elle attrapa mon bras, ses ongles longs s'enfonçant dans ma chair à travers la laine de mon pull. « Alors tu dégages, hurla-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Dégage. Prends tes affaires de merde et sors de ma maison. On te déteste. On t'a toujours détesté. Je ne veux plus jamais voir ta tête d'enterrement ici. Tu pars maintenant, renchérit Maurice, se levant péniblement pour soutenir sa femme. Et laisse les clés de la voiture. C'est moi qui l'ai assurée. C'était faux, je la payais, mais elle était à son nom pour son ego fragile d'homme. Je regardais ma mère dans les yeux. J'enregistrais cet instant pour l'éternité. La haine déformant ses traits, la salive au coin de ses lèvres, la jubilation cruelle et silencieuse d'Estelle qui savait qu'elle avait gagné. « Très bien, dis-je. » Ma voix était étrangement stable, presque douce. « Je pars. Et ne crois pas que tu vas revenir en pleurant dans 2 jours quand tu n'auras plus nulle part où aller, cria Odile alors que je me dirigeais vers l'escalier. C'est fini. Tu n'existes plus pour nous. Tu es morte à mes yeux. Je montai les marches une par une. Je n'ai pas couru. Je suis entrée dans ma chambre mansardée. J'ai fermé la porte doucement. Et là, dans le silence de mon grenier, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire du bourreau avant d'abaisser la hache. Arrêtons-nous une seconde. Je veux que vous preniez une profonde inspiration. Imaginez que c'est vous. Imaginez que vous avez payé secrètement pour sauver vos parents de la rue pendant 5 ans, sacrifiant vos économies et votre jeunesse, et qu'ils vous accusent de vol et d'usurpation d'identité pour protéger votre sœur qui est la vraie coupable. Que auriez-vous fait à ma place à cet instant précis? Auriez-vous crié la vérité pour vous défendre? Auriez-vous pleuré pour qu'ils vous croient? Ou auriez-vous fait exactement ce que je m'apprête à faire, partir en silence et les laisser découvrir l'enfer qu'ils ont créé? Dites-moi votre plan de vengeance dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout, et je veux savoir si je suis la seule à penser que la vengeance est un plat qui se mange glacé. Je n'ai pas perdu de temps en sentimentalisme. J'avais un plan d'urgence, un protocole, terre brûlée, élaboré dans les moments les plus sombres de mes insomnies, mais je n'avais jamais vraiment pensé devoir l'utiliser. C'était une sécurité, comme un gilet de sauvetage sur un bateau qu'on espère insubmersible. Aujourd'hui, le bateau coulait. J'ai sorti ma valise de sous le lit. Pas celle des vacances, mais la grande valise rigide professionnelle en aluminium. Je n'ai pas pris mes vêtements. La plupart étaient vieux, usés et choisis pour ne pas attirer l'attention. Je les laisserai. Je n'ai pris que l'essentiel, ce qui constituait ma véritable identité. Premièrement, mes disques durs externes cryptés. Toute ma vie professionnelle, mes clients, mes projets de consulting, mes accès bancaires. C'était ma source de pouvoir, ma source d'argent, ma liberté. Deuxièmement, ma collection de montres anciennes et mes outils de précision. C'était mon âme, ma patience matérialisée. Je les emballais soigneusement dans du velours. Troisièmement, et c'était le plus important, j'ai soulevé une latte du parquet dans le coin le plus sombre de la pièce. Là, dans la poussière, reposait le dossier rouge. L'acte de propriété. Les contrats de prêt. Les relevés bancaires des 60 derniers mois. Chaque centime tracé, chaque virement justifié, chaque mensonge documenté. Je le glissais dans mon sac à main. Pendant que je rangeais, j'entendais ma mère en bas, au téléphone avec sa sœur Chantal, une autre vipère de la famille, racontant à quel point j'étais ingrate. Je la mets dehors, Chantal. C'est fini. Elle a volé sa sœur. Elle a essayé de nous ruiner. Une vraie délinquante. Sa voix portait jusqu'au grenier à travers le plancher mal isolé. Elle voulait que je l'entende. Elle voulait m'humilier une dernière fois, s'assurer que je parte avec le poids de sa déception sur mes épaules. J'ai fait un dernier tour de la chambre. J'ai débranché le petit répétiteur Wi-Fi haute performance que j'avais installé discrètement derrière ma commode pour qu'Estelle ait Internet dans sa chambre. Le signal de la box principale ne montait pas jusqu'à l'étage. Je l'ai mis dans mon sac. J'ai dévissé les ampoules connectées de ma lampe de chevet et du plafonnier. J'ai pris mon chargeur. Je suis redescendue 1 heure plus tard. Le silence était revenu dans la cuisine, mais l'air était toxique, saturé de mépris. Ils étaient tous les 3 assis,
immobile, comme un tribunal de l'Inquisition attendant l'exécution de la sentence. Je posai les clés de la maison, le trousseau complet et les clés de la voiture sur la table. Le bruit du métal sur le bois fit sursauter Estelle. Adieu, dis-je. Bon débarras, marmonna Maurice sans me regarder, tournant ostensiblement la page de son journal vieux de 3 jours. Laisse l'argent du loyer de ce mois-ci avant de partir, lança Odile, impérieuse. Pour compenser le préjudice moral et la dette que tu laisses. Je m'arrêtais sur le seuil. Je me tournai vers elle. C'était tellement absurde, tellement déconnecté de la réalité, que j'ai failli éclater de rire. L'argent est sur le compte, comme d'habitude, mentis-je avec un calme olympien. Le virement automatique de 2500 €, que je camouflais sous l'intitulé « Participation frais », était programmé pour le 5 du mois. Nous étions le 3. J'avais annulé le virement depuis mon téléphone 10 minutes plus haut, alors que je fermais ma valise. Je suis sorti. J'ai fermé la porte lourde derrière moi. Le bruit du verrou qui s'enclenche a sonné à mes oreilles non pas comme une exclusion, mais comme la fin d'une peine de prison de 34 ans. Je n'ai pas marché jusqu'à l'arrêt de bus avec ma valise sous la pluie. J'ai marché jusqu'au coin de la rue où un Uber Black m'attendait. Je suis monté dans la berline en cuir, climatisée, parfumée d'une odeur subtile de cèdre et de propreté. « Où allons-nous, madame ?» demanda le chauffeur en me regardant dans le rétroviseur. « Hôtel Le Royal, place Bellecour », répondis-je. Je me suis installé dans le siège moelleux. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de gestion domotique Smart Home. La maison était entièrement connectée. J'avais tout installé moi-même au fil des années, prétextant que c'était pour économiser l'énergie, mais c'était aussi pour garder le contrôle. Le thermostat, les lumières extérieures, le système de sécurité, les volets roulants, et surtout, la gestion du réseau Internet. J'ai vu les petites icônes vertes indiquant que tout fonctionnait parfaitement. Salon, 21 degrés Celsius. Cuisine, lumière allumée. Wi-Fi, connecté, utilisateur actif, iPhone d'Estelle, streaming vidéo YouTube. Mon doigt a plané au-dessus du bouton rouge, désactiver tout. Non. Pas tout de suite. Ce serait trop rapide. Trop miséricordieux. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et je voulais qu'ils aient froid. Littéralement. Je voulais qu'ils sentent chaque degré de température chuter, chaque confort disparaître un par un, pour qu'ils comprennent ce que signifie vraiment mon absence. J'ai composé le numéro de tante Jocelyne. Allô? Sa voix était enfumée, calme. Tata, c'est fait. Ils m'ont viré. Avec perte et fracas. Il y eut un silence au bout de la ligne, puis le bruit caractéristique d'un briquet qu'on allume. Ces imbéciles. Ils ont vraiment scindé la branche sur laquelle ils étaient assis. Tu es où? En route pour l'hôtel Le Royal. Bien. Ouvre le champagne, ma petite. Et commande du caviar. Le spectacle va commencer. Je contacte l'huissier, maître Renard, dès demain matin. On lance la procédure d'expulsion pour occupation illégale? Oui, dis-je. Mais attends 48 heures pour l'expulsion. Laisse-les mariner un peu. Compris. Repose-toi, Morgane. C'est fini. Je raccrochai et regardai le paysage de Lyon défiler sous la pluie. Les lumières de la ville brillaient comme des diamants flous à travers la vitre mouillée. Pour la première fois depuis 5 ans, je ne rentrais pas dans une maison où j'étais détesté. Je rentrais dans un endroit où je payais pour être servi, respecté et laissé en paix. J'ai respiré profondément. L'air n'avait jamais été aussi doux, aussi léger. Mais derrière moi, dans la maison de banlieue qui s'éloignait, le compte à rebours avait commencé. Tic, tac. Comme une de mes vieilles horloges que je réparais avec amour. Sauf que celle-ci, je l'avais programmée pour s'arrêter. Le temps de la famille Dubois était compté. Les 24 premières heures furent un délice de calme absolu. J'ai dormi 12 heures d'affilée dans les draps en coton égyptien de l'hôtel, sans être réveillé par les cris d'Estelle ou les plaintes de ma mère. J'ai commandé un petit déjeuner gargantuesque en chambre. Personne ne m'a crié dessus parce que le beurre était trop dur ou le café trop fort. Pendant ce temps, chez eux, la réalité commençait à s'effriter, brique par brique.
Je le savais parce que j'avais encore accès aux caméras de sécurité extérieures, que j'avais payées et installées pour surveiller les livraisons. Je ne les regardais pas par voyeurisme malsain, mais par nécessité stratégique. Je devais savoir quand frapper. Le premier domino tomba le mardi matin. J'étais en train de savourer un café en terrasse, regardant les passants place Bellecour, quand j'ai ouvert mon application de fournisseur d'accès Internet sur mon téléphone. Compte pro, Monsieur Invest. Action, suspendre la ligne pour déménagement. Confirmation, oui. À des kilomètres de là, je savais exactement ce qui se passait. Estelle était probablement en plein milieu d'un live Instagram où elle racontait à ses abonnés, en larmes, fausses, bien sûr, comment sa sœur psychopathe avait agressé ses parents avant de s'enfuir avec l'argent de la famille. Elle m'a griffé, regardez, disait-elle en montrant son bras intact à la caméra. C'est un monstre. Et là, pouf. L'écran est devenu noir pour ses viewers. Plus de Wi-Fi. Plus de connexion. Le néant numérique. Je peux imaginer la scène avec précision. Estelle hurlant, maman. Le Wi-Fi a sauté. Maurice tapant sur la box internet avec sa main lourde, pensant que la violence physique résoudrait le problème technique. Odile cherchant frénétiquement le numéro du service client. Mais voilà le problème, le contrat était à mon nom, ou plutôt, au nom de ma société écran. Le service client n'a pas le droit de parler à des tiers. Désolé madame, dirait l'opérateur d'une voix monotone. Je ne peux pas accéder au dossier sans le code de sécurité du titulaire. Et je vois que la ligne a été suspendue par le propriétaire. Mais c'est moi la propriétaire, hurlerait Odile. Ce n'est pas ce que j'ai sur mon écran, madame. Ils ont dû passer la journée à essayer de se connecter en 4G, brûlant leur forfait limité en quelques heures pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mercredi. Le frigo devait être vide. D'habitude, je faisais les grosses courses de la semaine le mardi soir après le travail. Je remplissais le frigo de yaourts, de viande, de légumes, de tout ce qu'ils aimaient. J'ai reçu un SMS de ma mère vers midi. Le premier contact depuis mon départ. Tu as oublié de laisser la carte bleue pour les courses. On n'a plus rien à manger. Rapporte-la tout de suite ou j'appelle la police pour vol. Tu es ridicule avec ta petite fugue. J'ai ri. Un rire franc, sonore, qui a fait se retourner quelques têtes dans le lobby de l'hôtel. Elle me menaçait de la police pour ma propre carte bancaire? Le délire narcissique était total. Elle pensait encore que mon argent lui appartenait par droit divin. Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse bien plus puissante que les insultes. À la place, j'ai ouvert l'application de gestion d'énergie. J'ai résilié le contrat d'électricité et de gaz. En France, la coupure physique n'est pas immédiate, heureusement pour eux, il y a un petit délai technique de quelques jours avant qu'un technicien ne passe couper le compteur. Mais j'ai fait mieux. J'ai accédé au thermostat intelligent de la maison. Température actuelle, 22 degrés Celsius. Nouvelle température de consigne, 10 degrés Celsius. Mode, hors gel. Verrouillage parental par code PIN, activé. Il faisait 4 degrés dehors cette nuit-là. Une vague de froid venait de s'abattre sur la région. Vers 20h, Maurice a dû sentir le froid s'infiltrer dans ses vieux os alors qu'il regardait la télé, sur les chaînes hertziennes, puisque la box TV ne marchait plus. Il a dû aller voir la chaudière. Celle que je n'avais pas fait réparer. Celle qui, désormais, obéissait à mes ordres numériques et refusait de démarrer. Je les imaginais, mettant des pulls supplémentaires, râlant contre cette maudite maison, sans comprendre que la maison n'était pas maudite. Elle était juste en train de changer de maître. Jeudi. Le chaos s'est installé pour de bon. Mes parents m'ont appelé 14 fois. J'ai regardé mon téléphone vibrer sur la table de nuit sans jamais décrocher. Estelle m'a envoyé des messages vocaux sur WhatsApp, quand elle captait un peu de réseau du voisin qu'elle avait dû pirater. J'ai écouté un message, « Tu es une malade. Il fait froid. On gèle. Reviens tout de suite réparer ça. Papa a mal au dos à cause du froid. Tu veux sa mort? Tu es une criminelle. Pas une excuse. Pas un, s'il te plaît. Pas un, reviens, tu nous manques.
Juste des exigences. Des ordres. Ils pensaient encore qu'ils avaient le pouvoir. Ils pensaient que j'étais juste en train de faire un caprice d'adolescente tardif et que j'allais revenir en rampant pour m'occuper d'eux dès qu'ils auraient haussé le ton. Mais le coup de grâce est arrivé par la poste ce matin-là. J'avais envoyé tante Jocelyne en éclaireur. Ou plutôt, Jocelyne avait envoyé son huissier préféré, Maître Renard. Un homme méticuleux, impassible, qui ne se laissait pas impressionner par les larmes de crocodile. Il a sonné à la porte à 9 heures précises. Je n'ai pas vu la scène de mes yeux, mais Jocelyne me l'a raconté plus tard avec une délectation féroce. Odile a ouvert la porte, enveloppée dans 3 couvertures en laine, les lèvres bleues, le nez rouge. « Madame Odile Dubois ?» a demandé l'huissier en ajustant ses lunettes. « Oui. »« C'est pour la chaudière ?» Enfin, a-t-elle demandé, pleine d'espoir. « Non, madame. Je suis huissier de justice. Je vous remets une sommation de quitter les lieux sous 48 heures pour occupation sans droit ni titre, suite à la résiliation de votre convention d'occupation précaire par le propriétaire. » Odile a cligné des yeux, ne comprenant pas un mot. « Le propriétaire ? Mais, c'est la banque ? On a un accord avec la banque. » »« Non, madame. Le propriétaire est la société Monsieur Invest depuis 5 ans. Je ne connais pas cette société. C'est une erreur. » « Vraiment ? » L'huissier a souri poliment, un sourire professionnel mais tranchant. « La gérante m'a demandé de vous remettre ceci en main propre pour clarifier la situation. » Il lui a tendu une enveloppe supplémentaire, épaisse, lourde. Une enveloppe que j'avais préparée la veille. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'insulte. Il y avait une seule feuille de papier. Une copie conforme de l'acte de vente datant de 5 ans. Et j'avais surligné en jaune fluo le nom de l'actionnaire majoritaire et gérante de la société Monsieur Invest, Morgane Dubois. Odile a lu. Elle a relu. Ses mains se sont mises à trembler, faisant bruisser le papier. Ses jambes ont lâché. Elle s'est effondrée sur le paillasson gelé, le souffle coupé. Il venait de comprendre. La parasite était leur hôte. La bonne à rien était leur propriétaire. La fille qu'ils méprisaient était celle qui tenait le toit au-dessus de leur tête ingrate. Et ils venaient de mordre la main qui non seulement les nourrissait, mais qui les empêchait de couler. La réaction ne s'est pas fait attendre. Quand un narcissique est coincé, acculé, exposé, il ne demande pas pardon. Il n'admet pas sa faute. Il attaque. Il se victimise avec une violence décuplée. Estelle, réalisant que son confort, son image et son avenir immédiat étaient menacés, a lancé l'arme nucléaire de sa génération, ses abonnés. Elle est allée au Starbucks du coin pour avoir du Wi-Fi gratuit et stable. Elle a pris une photo, a travaillé les filtres pour accentuer la misère, et a posté sur Instagram et Facebook. La photo était soigneusement mise en scène. On y voyait mes parents, blottis l'un contre l'autre sur le canapé du salon, éclairés par une seule bougie, alors que l'électricité n'était pas encore totalement coupée en journée, c'était purement théâtral pour l'effet dramatique, l'air misérable, abandonné. La légende, écrite avec une abondance d'émojis cœurs brisés et de visages en pleurs, disait « Urge. Aidez-nous. » Ma sœur aînée, que nous avons nourrie, logée et soutenue pendant des années alors qu'elle était au chômage et instable psychologiquement, a pété les plombs. Elle a volé les économies de vie de mes parents âgés, a piraté nos comptes bancaires et a coupé le chauffage en plein hiver avant de disparaître dans la nature. Mes parents sont en état de choc, frigorifiés. Ils risquent l'hypothermie. Si vous voyez Morgane Dubois, sachez que c'est un monstre sans cœur. Partagez pour que la justice soit faite. On a besoin de vous. #famille en danger, #abus de faiblesse, #sœur toxique, #justice pour les Dubois. Le post est devenu viral en quelques heures dans notre petite communauté locale. Les gens aiment les drames, surtout quand ils peuvent jouer les justiciers depuis leur canapé. Mon téléphone a commencé à vibrer sans discontinuer. Des notifications Facebook. Des messages privés sur Messenger d'anciens camarades de classe que je n'avais pas vus depuis 10 ans, de cousins éloignés, de voisins curieux. Honte à toi, Morgane. Comment peux-tu faire ça à tes propres parents ? On savait que tu étais bizarre et solitaire, mais là c'est criminel. J'espère que tu vas finir en prison pour abus de faiblesse.
Si je te croise, je te crache dessus. J'étais assise dans le bureau de ma tante Jocelyne, un verre de vin blanc frais à la main. Je regardais les commentaires défiler sur l'écran de mon ordinateur. C'était une avalanche de haine, une boue numérique qu'il me jetait au visage. Jocelyne tira une bouffée de sa cigarette électronique, un nuage de vapeur parfumée à la menthe s'élevant vers le plafond. Il joue sale. Très sale. Diffamation publique. On pourrait les attaquer pour ça. Je m'y attendais, dis-je calmement, en prenant une gorgée de vin. Le liquide frais apaisa ma gorge serrée. C'est leur seule carte. L'opinion publique. Ils veulent me faire plier par la honte sociale. Tu vas répondre, demanda-t-elle. Tu vas te défendre? Mieux que ça, Tata. Je ne vais pas me défendre. Je vais attaquer. Je vais rétablir la vérité factuelle. Je n'ai pas écrit de longs pavés émotionnels pour expliquer mes sentiments. Je n'ai pas insulté Estelle. Je n'ai pas traité mes parents de monstres. J'ai agi comme la professionnelle que j'étais. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier public sur Google Drive. Je l'ai nommé sobrement, La vérité sur la maison du bois, documentation et preuves. J'y ai glissé 3 fichiers PDF et un fichier audio. Le relevé des dépenses consolidées, PDF, une liste exhaustive, générée par mon logiciel comptable, des 5 dernières années. Loyer, facture d'électricité, courses alimentaires, avec copie des tickets de caisse, réparation de la toiture, vêtements de marque d'Estelle, dettes de jeux de papa que j'avais épongées. Le total en bas de page était souligné en rouge, 187 450 € payés par mes soins. L'acte de propriété, PDF, le document officiel prouvant que j'avais racheté la maison pour la sauver de la saisie il y a 5 ans. Le fichier audio, MP3, c'était le coup de grâce. J'avais une caméra de surveillance dans la cuisine avec enregistrement audio activé. Le fichier datait du matin de mon départ. On y entendait distinctement, sans bruit de fond, la voix d'Odile, « On te déteste. Tu n'es qu'un parasite. Dégage. Je ne veux plus voir ta tête. » Et juste après, la voix d'Estelle, claire et nette, « Accuse-la pour le crédit, maman, elle est riche, elle s'en sortira, on s'en fout. » J'ai copié le lien du dossier. Je suis allé sous le post viral d'Estelle. Et j'ai commenté simplement. Puisque vous parlez de vérité et de justice, voici les reçus. Voici qui a payé le chauffage, la nourriture et le toit pendant 5 ans. Voici qui est le véritable propriétaire de cette maison. Et voici l'enregistrement audio de votre complot pour me faire payer la dette de luxe d'Estelle. Bonne lecture à tous. J'ai collé le lien. J'ai appuyé sur « Entrée ». Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai fini mon verre de vin. Le silence qui a suivi n'était pas un silence d'absence. C'était le silence de l'explosion. L'onde de choc numérique se propageait à la vitesse de la lumière. J'ai imaginé les visages des voisins, des amis de l'église de ma mère, des fans d'Estelle en train de cliquer sur le lien. En train de voir les chiffres astronomiques. En train de lire les contrats. Et surtout, en train d'écouter l'audio. En train d'entendre la cruauté pure, non filtrée, dans la voix de cette mère qui jouait les victimes 5 minutes plus tôt. 1 heure plus tard, j'ai rallumé mon téléphone. Le post d'Estelle avait disparu. Supprimé. Effacé. Mais c'était trop tard. Internet n'oublie jamais. Les captures d'écran circulaient déjà sur les groupes communautaires de Lyon. Les commentaires avaient changé de camp avec une violence inouïe. Attends, c'est la fille qui payait tout? Presque 200 000 €? J'ai écouté l'audio, mon Dieu, cette mère est un monstre. J'en ai la nausée. Estelle, espèce de voleuse, rend l'argent. Morgane, on est désolé, on ne savait pas. Quel courage. Chais. Bien fait pour eux. C'était fini. Leur réputation était en cendres. Ils ne pouvaient plus sortir la tête haute dans le quartier. La boulangère, le facteur, le curé, les voisins, tout le monde savait maintenant qui étaient les vrais parasites. Mais je n'avais pas encore fini. Il restait une dernière étape. La plus difficile. La confrontation physique. L'expulsion finale. Le délai de 48 heures donné par l'huissier était écoulé.
Jocelyne m'avait conseillé de ne pas y aller. Laisse l'huissier faire le sale boulot avec la police, Morgane, avait-elle dit, inquiète. Tu n'as pas besoin de voir ça. Ça va te faire du mal. Mais j'avais besoin d'y aller. J'avais besoin de voir leur visage une dernière fois. J'avais besoin de clore ce chapitre non pas comme une victime qui fuit dans la nuit, mais comme la propriétaire légitime qui reprend ses droits. Je devais reprendre ma vie là où il l'avait volée. Je suis arrivé devant la maison à 10 heures du matin. Le ciel était gris, mais il ne pleuvait plus. Une voiture de police était déjà là, gyrophare éteint, en soutien à l'huissier pour éviter tout débordement. La maison avait l'air triste. Les volets étaient fermés. Le jardin, autrefois ma fierté, semblait déjà à l'abandon. Je suis descendu de la voiture. Je portais un tailleur pantalon noir, coupe impeccable, avec des talons hauts. J'avais relevé mes cheveux en un chignon strict. Je ne ressemblais plus à la bibliothécaire dépressive en pull gris. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme d'affaires, une survivante, qui vient régler un contentieux immobilier. J'ai vu mes parents et Estelle sur le trottoir. Ils avaient sorti quelques valises et des sacs poubelles remplis à la hâte. Ils avaient l'air hagards, mal lavés, sans eau chaude depuis 3 jours, vaincus. Ils ressemblaient à des naufragés échoués sur le bitume. Quand Odile m'a vue, elle s'est redressée. Un dernier sursaut d'orgueil, ou peut-être simplement l'habitude de me dominer. Elle s'est avancée vers moi, ignorant l'huissier et les policiers. Morgane, a-t-elle commencé, la voix tremblante mais essayant désespérément de retrouver son autorité perdue. Comment as-tu pu nous humilier comme ça? Devant tout le monde? Sur Internet? Je l'ai regardée froidement, sans baisser les yeux. Bonjour, maman. Ou devrais-je dire, madame l'ex-locataire? Ne joue pas à ça avec moi. Nous sommes tes parents. Tu nous as portés dans ton ventre, enfin, je t'ai porté. Tu nous dois le respect. Elle tendit la main pour m'attraper le bras, comme elle l'avait fait dans la cuisine, mais un policier s'interposa doucement mais fermement. Madame, reculez s'il vous plaît. Gardez vos distances. Maurice pleurait. De vraies larmes, cette fois. Pas de tristesse pour moi, mais de peur pour lui. Morgane, ma petite fille, on va aller où? On n'a nulle part où aller. On est vieux. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Estelle, elle, ne me regardait pas. Elle fixait le sol, honteuse, ses cheveux gras tombant sur son visage. Son téléphone était éteint dans sa poche. Son empire virtuel s'était effondré, et avec lui, son arrogance. Vous aviez un toit, dis-je, ma voix portant clairement dans la rue silencieuse, pour que les voisins qui regardaient derrière leurs rideaux entendent bien. Vous aviez de la nourriture chaude. Vous aviez du confort. Je vous ai tout donné pendant 5 ans. Sans rien demander en retour, pas même un merci. Juste un peu de paix. Juste le droit d'exister sans être insulté. Je fis un pas vers eux. Mais ce n'était pas assez pour vous. Il fallait que vous m'écrasiez. Il fallait que vous me voliez. Il fallait que vous me traitiez de parasite alors que j'étais votre oxygène. On était en colère, pleura Odile, ses défenses s'effondrant. C'étaient des mots. On ne le pensait pas. On t'aime, Morgane. Si, vous le pensiez. Et l'audio le prouve. Vous me détestez. Et savez-vous quoi? C'est réciproque maintenant. Vous avez tué l'amour que j'avais pour vous, petit à petit, insulte après insulte. Je sortis une enveloppe blanche de mon sac. Je pourrais vous laisser à la rue. Légalement, j'en ai le droit absolu. Vous avez violé le contrat moral et légal. Vous m'avez diffamé. Ils retinrent leur souffle. L'espoir brilla un instant, pathétique, dans les yeux de Maurice. Ils pensaient que j'allais craquer, que j'allais leur rendre les clés. Mais je ne suis pas comme vous, continuai-je. Je ne suis pas cruel par plaisir. Je ne suis pas un monstre. Je tendis l'enveloppe à Estelle. Elle la prit avec des mains tremblantes. Il y a là-dedans un chèque de banque certifié. 3 000 €. C'est assez pour louer un petit appartement meublé en banlieue lointaine, payer la caution et le premier mois de loyer. C'est tout ce que vous aurez de moi. Plus un centime. Plus un mot. Plus jamais.
Estelle regarda le chèque, puis moi. C'est tout, osa demander Odile, incrédule. Après tout ce qu'on a fait pour toi? Après t'avoir élevé? Je souris. Un sourire triste, final, définitif. Vous n'avez rien fait pour moi, maman, à part me donner des complexes et des cauchemars. Vous m'avez fait. C'est tout. Et aujourd'hui, je me défais de vous. Je me tournai vers l'huissier. Maître, changez les serrures. Mettez la maison en vente dès demain matin. Je ne veux plus jamais remettre les pieds ici. Morgane. Non, hurla ma mère alors que je me retournais pour marcher vers ma voiture. Tu vas le regretter. Tu vas mourir seule. Reviens. Je m'arrêtai, la main sur la portière froide de la voiture. Je regardai par-dessus mon épaule une dernière fois. Je vis 3 étrangers sur un trottoir, petits, mesquins, insignifiants. Mieux vaut être seul dans un palais que mal accompagné en enfer. Je suis monté dans la voiture. J'ai démarré. Je ne les ai pas regardés dans le rétroviseur. J'ai regardé la route devant moi. Elle était dégagée. Elle était lumineuse. C'était fini. Cela fait maintenant 1 an que j'ai quitté cette rue de banlieue grise. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas la garder, elle était trop chargée de mauvais souvenirs, de cris fantômes et d'ombres malveillantes. Avec l'argent de la vente, après avoir remboursé ce qui restait à payer à la banque, j'ai acheté une petite maison ancienne en pierre, en Provence, loin de Lyon. J'ai transformé la grange en atelier pour mes horloges. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, et j'ai changé le mien. J'ai appris par tante Jocelyne, qui garde un œil distant sur eux, qu'ils vivent dans un petit 2 pièces HLM en périphérie. Maurice travaille comme vigile à temps partiel dans un supermarché pour compléter sa maigre retraite. Odile a perdu ses amis de bridge qui ont vu mes preuves sur Internet et l'ont rejeté. Ils passent leur temps à se blâmer mutuellement pour leur déchéance, enfermés dans leur amertume. Estelle a dû trouver un vrai travail. Elle est vendeuse dans une boutique de vêtements bas de gamme. Elle ne poste plus sur Instagram. Son quart d'heure de gloire lui a coûté sa vie entière. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien. Pour la première fois de ma vie, je respire. Le silence, autrefois, était mon ennemi. C'était le silence du mépris, le silence de l'attente d'une insulte. Aujourd'hui, le silence est mon ami. C'est le silence de la paix. Le tic-tac régulier de mes horloges, que je répare une par une, est la seule musique dont j'ai besoin. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit de la subir ou non. Le sang ne vous oblige pas à accepter l'abus. Le titre de « mère » ou de « père » ne donne pas un droit de propriété sur votre âme ou votre compte en banque. Parfois, pour se sauver soi-même, il faut accepter de devenir le « méchant » dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il faut accepter de couper le lien, même si ça fait mal, comme on coupe un membre gangrené pour sauver le reste du corps. Et ça me va très bien. J'ai gardé une seule chose de mon ancienne vie. La vieille boîte en métal rouillé. Mais elle est vide maintenant. J'ai brûlé les preuves, les photos, les souvenirs, la douleur. Je n'ai plus besoin de prouver que j'existe ou que je suis valable. Je sais qui je suis. Je suis Morgane. Je suis libre. Et je suis enfin chez moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais qu'elle était intense, peut-être même difficile à entendre pour certains d'entre vous. Mais si vous ressentez un poids similaire dans votre vie, si vous vous sentez obligé de rester avec des gens qui vous blessent, vous humilient ou vous exploitent juste par loyauté familiale, j'espère que mon histoire vous donnera le courage de choisir votre propre paix. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la justice, la résilience et le karma. Laissez un « j'aime » si vous pensez que j'ai eu raison de ne pas leur redonner la maison et de les laisser assumer leurs actes. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous payez. À la prochaine.